La Russie poursuit son offensive sur Pokrovsk, une ville que Vladimir Poutine convoite depuis des années. Et il a lancé toute une offensive estivale conçue pour la prendre. L'offensive a échoué. Mais la Russie progresse toujours, lentement mais gagne du terrain. Mais ce territoire est acquis à un prix élevé. La réussite russe à Pokrovsk repose sur les corps des soldats morts de Poutine. Et l'Ukraine s'assure que la Russie paie cher chacun de ses mouvements. L'offensive ukrainienne à Pokrovsk coûte cher à la Russie pour chaque mètre conquis. C'est ce qu'affirme Euromaidan Press, qui rapporte que les forces ukrainiennes ont lancé une série de contre-attaques dans la région de Pokrovsk. Celle-ci élimine des dizaines de soldats russes. Des poches de soldats russes sont isolées et éliminées, affirme Euromaidan Press, la majeure partie de la contre-offensive ukrainienne ayant lieu près de la ville clé de Dobropilia. Ainsi, l'Ukraine a encore brisé l'encerclement de Pokrovsk tenté par la Russie. Et elle l'a fait, en reprenant les villages autour de la ville et en envoyant des unités d'élite au combat contre la supériorité numérique écrasante de la Russie. Nous commençons à Koutcheroviar. Le 31 octobre, United 24 a annoncé que l'aviation et les forces spéciales du renseignement militaire ukrainien, direction principale du renseignement, avaient mené une opération aéroportée à plusieurs niveaux à Pokrovsk et ses environs. Cette opération a un but simple. Les agents du direction principale du renseignement devaient pénétrer dans les régions proches de Pokrovsk, que la Russie avait déjà déclarées comme capturées, afin qu'elles puissent être reprises. En libérant ces régions, la stratégie d'encerclement russe autour de Pokrovsk serait à nouveau déjouée. Cela éviterait à l'Ukraine de défendre la ville contre des assauts de toutes parts. Chaque district ciblé par le direction principale du renseignement est jugé stratégique pour l'Ukraine sur le plan logistique. United 24 précisant que plusieurs hélicoptères avaient déjà participé à l'opération. Le chef du renseignement militaire ukrainien, Kirilo Boudanov, serait impliqué car il supervisait l'opération sur place pour le direction principale du renseignement. Voilà tout ce que nous savions fin octobre. Début novembre, de nombreux détails ont émergé, plaçant Koutcheroviar au centre de l'opération. Le village était sous occupation partielle russe depuis la mi-août, a rapporté Forbes vers la fin du mois d'octobre. Au 22 octobre, l'Ukraine était prête à lancer son opération du direction principale du renseignement, dont les détails apparaissent seulement maintenant. Des parachutistes des forces d'assaut aériens ukrainiennes ont atterri dans le village, perçant ainsi les lignes russes d'os au passage. Arrivés sur place, ils se sont concentrés sur une cible majeure de Poutine, les civils ukrainiens. Au 31 juillet, 13 883 de ces civils avaient été tués lors des assauts russes et 35 548 autres avaient été blessés, rapporte Statista. Le 22 octobre, 10 civils ont échappé à ce sort. Les forces aéroportées les ont évacués alors qu'elles étaient sous le feu des troupes russes, parvenant finalement à coordonner leur fuite à l'aide de drones. Une fois les civils en sécurité, les forces aéroportées ont de nouveau concentré leur attention sur les soldats russes. Les détails des actions des forces aéroportées sont rares, mais Koutcheroviar est officiellement libéré. L'Ukraine a diffusé des images de drones montrant une cinquantaine de soldats russes se rendant aux troupes ukrainiennes dans un village. Forbes explique pourquoi cela est si important pour l'Ukraine. La reprise de Koutcheroviar est vitale pour le contrôle par l'Ukraine de la région autour de la ville de Dobropilia et constitue un important coup de pouce au moral, rapporte le média. Cette victoire révèle une faiblesse majeure dans la stratégie offensive russe, compromettant sa capacité à conserver ses conquêtes. Ce dernier point est particulièrement important. Poutine va se gratter la tête, se demandant comment cela a pu se reproduire. Durant l'été, la Russie a conquis puis perdu des villages comme Koutcheroviar. Forbes souligne cela, notant que la Russie a adopté une approche d'usure similaire à celle qu'elle avait prise plus tôt dans la guerre en Ukraine, pour se rapprocher petit à petit de Pokrovsk. La première partie de cette approche fonctionne généralement. La Russie envoie sans cesse des soldats pour épuiser les défenses ukrainiennes, jusqu'à ouvrir une brèche dans leurs lignes. Une poignée de soldats s'engouffre, et c'est là que tout commence à mal tourner pour la Russie. Ces soldats prennent des positions défensives dans le but de tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Le problème, du point de vue russe, c'est que ces petites percées incluent rarement des blindés. Elles sont menées par des troupes à pied, ou, au mieux, qui se rendent au combat à moto. Tout ce que ces soldats parviennent à faire, c'est de franchir des brèches dans les zones de tir ukrainiennes, sans neutraliser les zones de tir elles-mêmes. Les drones ukrainiens volent toujours, les brèches se referment, et les soldats russes ayant percé restent piégés dans des poches isolées sans issue. Faute de renforts, et avec l'Ukraine coupant la logistique, les soldats privés de ravitaillement voient leur morale chuter.
Un soldat ne peut combattre indéfiniment, même selon la volonté de Vladimir Poutine, s'il manque de nourriture et de munitions. Finalement, les troupes dans ses poches isolées craquent, et l'Ukraine en profite. C'est ce qu'elle a fait avec beaucoup d'efficacité. À Koucherovyar, ses parachutistes ont été largués et ont libéré le village rapidement. Les agents du direction principale du renseignement n'ont pas eu à tuer la plupart des soldats russes, car la majorité s'est rendue en comprenant la situation. L'Ukraine emploie la tactique russe pour briser l'esprit ennemi. La stratégie russe présente une faille que Poutine semble incapable de corriger. Récupérer Koucherovyar aurait déjà constitué un grand succès pour l'opération du direction principale du renseignement. L'Ukraine était en pleine ascension, d'autant que de nombreux soldats russes ont préféré se rendre plutôt que combattre. Après la libération de Koucherovyar, les forces ukrainiennes ont avancé vers l'est jusqu'à Zatichok. Comme Koucherovyar, ce village, occupé par la Russie depuis août selon The New Voice of Ukraine, ne l'est plus. L'Ukraine l'a libéré et a continué d'avancer. Tchiketska, troisième village, a aussi été repris à la Russie selon le UNN le 26 octobre. La presse Euromaidan indique que l'Ukraine a mené une opération de nettoyage, envoyant des troupes d'assaut au sol dans ces villages. Grâce à l'appui de drones de reconnaissance et d'attaque, le direction principale du renseignement a capturé 7 soldats russes de plus, s'ajoutant à la cinquantaine déjà prisonniers à Koucherovyar. Mais cette fois, la Russie a tenté de riposter. L'état-major ukrainien a confirmé la mort de 44 soldats russes et 8 blessés lors de l'avancée dans les 2 autres villages. À présent, l'opération de nettoyage se poursuit. Bien que la libération de ces 3 villages représente un immense succès pour l'Ukraine, il reste encore beaucoup à faire. Euromaidan Press souligne que l'Ukraine ne peut pas se précipiter. Si le direction principale du renseignement s'enhardit trop, il pourrait affronter des soldats russes dans d'autres poches mieux approvisionnées que prévu. Les Roscos utilisent désormais des drones pour ravitailler les troupes encerclées en larguant des conteneurs de nourriture, munitions et fournitures médicales. Bien que cela soit insuffisant pour un combat prolongé, cela a permis de prolonger la survie des unités piégées. Euromaidan Press note que l'Ukraine doit jouer la carte de la patience et frapper lorsque les troupes russes sont au plus bas. L'Ukraine a également fait preuve d'intelligence dans le choix du moment de ses contre-attaques, rapporte la même source. Se précipiter donne l'impression d'une attaque massive et coordonnée, souligne Euromaidan Press. Ce type d'assaut attire l'attention. Ils préviennent le haut commandement russe des actions ukrainiennes près de Pokrovsk, ce qui pourrait conduire la Russie à envoyer plus de soldats pour soutenir ceux encerclés. L'Ukraine laisse les occupants qui avancent déclarer que leurs positions sont stables pour les attaquer quand le haut commandement russe se fonde sur de fausses informations. Quand les commandants russes comprennent la situation, l'Ukraine a déjà repris du territoire et infligé des pertes inattendues à la Russie. C'est une approche très intelligente qui oblige les commandants russes à prendre des décisions précipitées, ce qui entraîne davantage de pertes. L'Ukraine inflige de lourdes pertes à la Russie pour chaque mètre gagné près de Pokrovsk. Tout cela alors que l'Ukraine parvient à reprendre certains des territoires les plus importants que la Russie avait revendiqués lors de l'offensive estivale. Les pertes russes ont été colossales près de Pokrovsk. Selon l'unité Peaky Blinders de l'armée ukrainienne, qui lutte farouchement contre les forces russes à Pokrovsk. Le 2 novembre, cette unité a publié sur Telegram des images aériennes montrant des soldats russes mutilés et brûlés sur les champs et rues où ils avaient tenté des assauts. Des dizaines de corps de soldats russes brûlés ou mutilés jonchent les abords de la ville. Presque tous ont été touchés par des drones kamikazes ou des largages Marvik selon l'unité. Pour quelques kilomètres carrés, la Russie envoie de Pampoli des milliers de ses soldats à l'assaut, les poussant à attaquer. Avec juste de la chair à canon, sans aucune tactique ni stratégie, ils sont stupidement écrasés par une grande quantité de chair à canon. La Russie subit de lourdes pertes à chaque avancée, conclut l'unité. Elle en paie aussi le prix en perdant des villages clés face aux contre-attaques ukrainiennes, comme l'a montré l'opération direction principale du renseignement fin octobre. Parlons chiffres un instant. En rapportant la publication du groupe Peaky Blinders sur Telegram le 2 novembre, Euromaidan Press a indiqué que les forces de défense ukrainiennes avaient réussi à repousser 36 des 38 assauts russes. Rien que ce jour-là, les 2 assauts réussis n'avaient pas accompli grand-chose. Les contre-attaques ukrainiennes leur ont permis d'avancer jusqu'à 0,4 km dans certaines zones du front de Pokrovsk. Donc, non seulement les assauts de la Russie échouent, mais l'Ukraine profite du fait que ces assauts sont si faibles pour avancer. C'est là que les décisions précipitées des commandants russes à Pokrovsk interviennent. Comme le dit Euromaidan Press,
Les commandants locaux, désespérés de sauver leur carrière, ont envoyé plusieurs tentatives de renfort qui n'ont abouti qu'à des pertes encore plus importantes. Ces décisions ont affaibli la cohésion russe, permettant à l'Ukraine de démanteler méthodiquement les formations encerclées, poche par poche. Voilà le génie de la stratégie ukrainienne à Pokrovsk actuellement. À chaque village repris, l'Ukraine oblige la Russie à redéployer des soldats imprévus par ses commandants. Pourquoi l'aurait-il fait ? Le territoire avait été pris pour envoyer des soldats ailleurs, pensait-il. Ils ont appris que l'Ukraine avait repris les territoires, que la Russie pensait contrôler. Forcés d'essayer de sauver la face après avoir perdu un territoire qu'ils pensaient sûr, ses commandants envoient des troupes affaiblies pour réattaquer les villages repris. L'Ukraine détruit ses troupes très vite. La perte de ses soldats crée un effet domino, car les assauts russes sur d'autres villages sont affaiblis par le manque de main-d'œuvre. C'est ainsi que 36 assauts sur 38 échouent, et c'est aussi comme ça que l'on obtient d'énormes pertes russes. Près de 60 soldats russes de Salin se sont rendus, et autant ont été tués ou blessés lors de la reprise de Kucherovyar, Zatichok et Tchiketska. Ce n'est qu'une fraction des pertes russes réelles autour de Pokrovsk. Le nombre de victimes est immense. Le premier corps Azov, déployé près de Pokrovsk à la fin de l'été après les avancées russes, rapporte que la Russie a perdu 1226 soldats en une semaine dans sa zone. Ces pertes en personnel s'ajoutent aux 23 véhicules blindés, 130 autres véhicules, 226 drones et 39 systèmes d'artillerie. C'est de l'usure, mais pas comme Poutine l'imaginait. Ces chiffres hebdomadaires paraissent irréalistes. Il suffit de jeter un regard plus large sur la situation de la Russie dans la région de Pokrovsk en 2025 pour voir à quel point ils sont vraiment précis. Écrivant pour sa chronique Art de la tranchée. Le 6 octobre, le reporter militaire David Axe a indiqué que la Russie avait perdu 10 000 soldats morts ou blessés durant l'offensive de 2025 pour Pokrovsk. Axe cite aussi des documents russes capturés, montrant l'ampleur de la stratégie du hachoir à viande de Poutine en Ukraine cette année. Selon des documents russes capturés, près de 87 000 soldats russes sont morts de janvier à septembre, alors que la guerre en Ukraine entrait dans sa 5e année. 160 000 ont aussi été blessés souvent grièvement, et 34 000 ont disparu, la plupart probablement morts, selon Axe. Additionnez ces chiffres. Environ 30 000 pertes russes par mois. Cela fait environ 1000 par jour, conformément aux premières déclarations du corps Azov. Quand nous disons que la Russie paie chaque centimètre pris en Ukraine avec du sang, c'est exactement ce que nous voulons dire. Pokrovsk devait être prise avant la fin de l'été, un objectif majeur de Poutine pour l'offensive estivale. Pourtant la ville tient toujours. De plus, fin octobre, l'Ukraine a repris des localités que la Russie voulait utiliser pour attaquer Pokrovsk sur plusieurs fronts. Une tâche prévue pour la fin de l'été pourrait ne pas être achevée en 2025, ce qui va contrarier Poutine. Il sait, même s'il est incertain qu'il s'en préoccupe, que l'armée russe subit à Pokrovsk des pertes bien supérieures à ses prévisions. Il convient toutefois de modérer l'enthousiasme ukrainien. L'opération aéroportée du direction principale du renseignement à Kucherovyar et ailleurs a été remarquable et a fortement compromis les plans russes contre Bukovsk. Mais reprendre ces villages ne signifie pas que la Russie va abandonner Pokrovsk de sitôt. Poutine continue de pousser parce qu'il sait à quel point Pokrovsk est important pour l'Ukraine, à la fois logistiquement dans la région de Donetsk et symboliquement comme l'une des villes forteresses les plus importantes de cette région. Poutine est en colère que ses forces n'aient pas encore pris Pokrovsk. Il s'est emporté contre les forces de son pays, exigeant qu'elles prennent Pokrovsk d'ici la mi-novembre. C'est selon l'Institut pour l'étude de la guerre, ou Institut pour l'étude de la guerre qui a noté qu'il est peu probable que la Russie atteigne cet objectif, tout comme elle n'a pas réussi à prendre Pokrovsk, les nombreuses autres fois où Poutine a imposé une date limite arbitraire pour la chute de la ville. Poutine ordonne souvent à l'état-major russe de conquérir des zones stratégiques dans des délais irréalistes. Le délai fixé par Poutine pour s'emparer de Pokrovsk ne reflète pas la capacité réelle des forces russes à prendre la ville, selon l'Institut pour l'étude de la guerre. Le fait même d'énoncer cette exigence montre à l'Ukraine qu'elle ne peut pas se permettre de devenir complaisante. La Russie continue de cibler Pokrovsk, et malgré les succès ukrainiens, avance très lentement. La presse Euromaïdan souligne qu'au 2 novembre, la Russie n'a pas encore encerclé Pokrovsk. Ceci est principalement dû aux opérations du direction principale du renseignement fin octobre. Des combats intenses continuent autour de la ville. La Russie poursuit sa stratégie en envoyant de petits groupes d'assaut pour créer des brèches dans les défenses ukrainiennes.
Cette approche commence à porter ses fruits. Selon la British Broadcasting Corporation, le 28 octobre, elle indique que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a confirmé que les forces russes ont réussi à établir une petite tête de pont à Pokrovsk même. Cela ne veut pas dire que Pokrovsk va tomber. Cette tête de pont est probablement similaire à celle que nous avons vue ailleurs, ce qui signifie que les forces russes, dans la ville, ont probablement déjà été isolées. Néanmoins, le fait que des soldats russes soient présents à Pokrovsk souligne que Poutine dispose toujours d'un atout majeur dont il est convaincu qu'il permettra à la Russie de remporter la victoire à Pokrovsk, un avantage massif en termes de main-d'œuvre. Zelensky a confirmé que la Russie dispose d'un avantage de 8 contre 1 en effectif à Pokrovsk, et que l'Ukraine ne peut pas espérer égaler la Russie en termes de nombre pur. Environ 200 soldats russes sont à Pokrovsk, selon le président ukrainien, mais l'Ukraine les surveille. Ces drones ont identifié leur position. La Russie ne peut probablement pas faire beaucoup plus que cela à Pokrovsk, tant qu'elle n'aura pas atteint son autre objectif d'encercler la ville. Une attaque venant d'une seule direction peut être contrôlée et contenue par l'Ukraine, même lorsque la Russie a un avantage en effectif. Mais des assauts venant de plusieurs directions sont beaucoup plus difficiles à contenir. Voilà pourquoi les forces spéciales du direction principale du renseignement et le premier corps Azov s'efforcent tant de reprendre les villages occupés par la Russie. The Guardian note que l'Ukraine sait l'importance de ses forces spéciales pour défendre Pokrovsk. Le 2 novembre, le média a indiqué que l'Ukraine avait envoyé plus de forces spéciales en ville. Ces forces agissent en groupe consolidé, affirme le commandant en chef ukrainien, Oleksandr Syrski. Et pour l'instant, nous tenons Pokrovsk, dit-il. Mais pour combien de temps ? Le Kiev Independent a rapporté le 31 octobre que Zelensky estime à 170 000 le nombre de soldats russes près de Pokrovsk. C'est 60 000 de plus que les 110 000 déployés par la Russie au début de l'offensive d'été, censée prendre la ville avant fin août. Ce chiffre montre l'avantage en effectif de la Russie sur l'Ukraine à Pokrovsk et l'ampleur des pertes infligées par l'Ukraine aux forces de Poutine en 2025. Poutine répond au problème de Pokrovsk en envoyant plus de soldats. Cette stratégie russe pourrait encore marcher. Un rapport de 8 contre 1 usera les défenses ukrainiennes. Tant que Pokrovsk ne tombera pas, l'Ukraine poursuivra ses assauts brutaux coûteux en vie russe autour de la ville. Le mieux que Vladimir Poutine puisse espérer maintenant, c'est une victoire à la Pyrrhus à Pokrovsk. Car la Russie aura perdu plus de 10 000 de ses soldats en moins d'un an pour s'emparer de la ville. Sans carburant, la Russie ne peut pas fonctionner, et l'Ukraine le sait. C'est pourquoi l'Ukraine frappe les raffineries de pétrole russes depuis des mois, afin de détruire les produits les plus importants du pays à la source. Désormais, l'Ukraine va plus loin. Elle complique fortement la production de carburant pour la Russie, essentielle à son peuple et dans son armée, et cible aussi les oléoducs utilisés par la Russie pour le transport. La machine de guerre russe a été décapitée, l'Ukraine ayant coupé l'une des dernières bouées de sauvetage de la Russie pour ravitailler son armée. Selon le Kiev Post du 1er novembre, la cible de l'Ukraine était 3 oléoducs, faisant partie de l'oléoduc annulaire de produits raffinés traversant la Russie. Cet oléoduc transporte essence, diesel et carburant d'aviation à travers la Russie, en faisant une des artères stratégiques majeures du pays. C'est simple, l'oléoduc annulaire permet à la Russie d'acheminer du carburant de raffineries lointaines vers l'Ukraine. Cela garantit à ses troupes le carburant nécessaire pour lancer des assauts. Cet oléoduc est aussi essentiel pour l'approvisionnement en carburant en Russie. Sans cet anneau, les pénuries de carburant en Russie ne feraient qu'empirer. En disant « ferait », on veut dire « vont ». Le renseignement militaire ukrainien a mené une frappe de précision sur l'oléoduc Ring, choquant la Russie. L'oléoduc, situé dans le district de Romensky dans l'oblast de Moscou, a été dévasté par des frappes de drones, au point qu'il n'a pas seulement été endommagé, il a été complètement mis hors service. Le direction principale du renseignement principal agence de renseignement ukrainienne a expliqué sur Telegram ses actions réussies dans la nuit du 31 octobre. Des explosions dans la région de Moscou. À la suite de l'opération du direction principale du renseignement, 3 lignes d'une installation militaire importante de l'agresseur ont été détruites. La publication a débuté le 31 octobre 2025. Après une opération spéciale du renseignement militaire ukrainien, direction principale du renseignement, une installation militaire clé de la Russie a été neutralisée. L'oléoduc Koltsevoï, qui approvisionnait l'armée d'occupation russe en ressources pour mener une guerre génocidaire contre le peuple ukrainien. Koltsevoï signifie anneau en russe, soulignant la forme circulaire de l'oléoduc détruit par le direction principale du renseignement. Le poste indique que la Russie savait que l'Ukraine visait cet oléoduc et a tout mis en œuvre pour le protéger. Le direction principale du renseignement indique que des filets antidrones avaient été placés à divers points de l'oléoduc.
La Russie avait aussi des gardes paramilitaires sur place, probablement pour gérer la défense aérienne et empêcher toute infiltration vers l'oléoduc. Peu importe, l'Ukraine a quand même réussi à frapper directement. Une nouvelle opération réussie du direction principale du renseignement en Russie porte un coup dur aux capacités militaires et à l'économie de l'État agresseur. Surtout dans la région de Moscou, précise le direction principal du renseignement qui a raison. L'oléoduc Ring était crucial pour Moscou. Le Kiev Post indique que le Ring est un oléoduc de 400 km reliant plusieurs raffineries autour de Moscou. Cela concerne les raffineries de Ryazan, Novgorod, Nijni et une à Moscou, plusieurs ayant déjà été visées par des frappes de drones ukrainiens longue portée. Chaque année, cet oléoduc transporte environ 16 millions de tonnes d'essence, 28 millions de tonnes de diesel et 3 millions de tonnes de carburant d'aviation en Russie. Ce dernier type de carburant est extrêmement important. La Russie a besoin de carburant d'aviation à l'intérieur de son territoire, car l'une de ses principales tactiques consiste à lancer des bombes planantes contre l'Ukraine depuis des bases aériennes situées sur son propre territoire. La perte de capacité à transporter. 3 millions de tonnes de carburant d'aviation par an pourraient en résulter. Moins d'avions russes pourront prendre leur envol, et s'il y a moins d'avions russes dans le ciel, cela signifie aussi moins de bombes planantes russes. Des bombes en route vers l'Ukraine. La Russie a rapidement dépêché des secours et forces de sécurité sur le site de la frappe ukrainienne, selon United 24 Media. Malgré la rapidité de leur intervention, les dégâts étaient irréversibles, et l'anneau est devenu inutilisable par l'Ukraine. Des réparations seront en cours. Comme pour les frappes sur les raffineries en Ukraine, la Russie doit réparer un pipeline vital malgré des ressources limitées, et la menace de nouvelles attaques. Il était possible que l'Ukraine ait tout simplement mis l'anneau hors service pour plusieurs mois. Le direction principal du renseignement sait maintenant qu'il peut viser l'un des principaux pipelines de carburant de Moscou. S'il a pu le faire une fois, le direction principal du renseignement pourrait bien être capable de le refaire. Cela va terrifier la Russie. Ce qui inquiète aussi Poutine, c'est que l'Ukraine étend la portée de ses frappes à longue distance contre la Russie avec cette attaque. Depuis plusieurs mois, l'Ukraine frappe les raffineries russes pour réduire d'environ 38% leur capacité de raffinage hors ligne. Cela avait du sens. Avec moins de raffineries, la Russie produit moins de carburant, affectant sa population, ses soldats et son économie. Désormais, après avoir passé autant de temps à frapper le carburant russe à la source, l'Ukraine a élargi son champ d'action au point de s'attaquer aux oléoducs qui transportent le carburant dont la Russie dispose encore. Ainsi, même le carburant destiné à la population ou aux soldats russes devra rester stocké ou être transporté autrement. Le carburant mettra beaucoup plus de temps à arriver à destination. L'Ukraine a obtenu le même résultat qu'avec les frappes sur les raffineries, en détruisant l'anneau. Tout cela vise à paralyser la machine de guerre russe en détruisant son infrastructure logistique. La perte de l'anneau représente déjà une nuit terrible pour Moscou. Cependant, comme l'a souvent montré l'Ukraine quand il pleut, c'est un véritable déluge pour la Russie. Si l'anneau attirera l'attention après les frappes ukrainiennes du 31 octobre, 2 autres cibles ont aussi été sévèrement touchées. Ces cibles incluent une centrale thermique à Oriol. Le Kiev Post rapporte que le 31 octobre, l'Ukraine a lancé plusieurs frappes de drones contre des installations clés à travers la Russie, la centrale d'Oriol étant l'une d'entre elles. Certaines zones de la ville ont été privées d'électricité. Ceci illustre comment l'Ukraine retourne une partie de la souffrance de l'invasion de Poutine contre le peuple russe, sans le viser directement. L'Ukraine a aussi ciblé des infrastructures énergétiques dans d'autres villes russes, cette nuit-là, détruisant des sous-stations et causant des explosions qui ont endommagé équipements électriques et raffineries. Ces attaques surviennent alors que les températures en nain. La Russie chute à 5 degrés Celsius et devrait encore baisser alors que l'hiver s'installe. La Russie se prépare à un hiver froid. Si l'Ukraine obtient gain de cause, les citoyens russes vont ressentir le froid. Et s'ils ont suffisamment froid, ils pourraient bien diriger leur colère contre Poutine. Le chef du direction principale du renseignement, le lieutenant-général Kirilo Boudanov, a salué la dernière opération ukrainienne et expliqué son efficacité. Nos actions directes ont causé plus de dégâts à la Russie que toutes les sanctions imposées jusqu'ici. Le Kiev Post cite Boudanov. C'est une vérité mathématique. Nos frappes visent l'agresseur là où ça fait le plus mal. Bien sûr, cela signifie qu'il faut poser la grande question. Boudanov a-t-il raison ? Boudanov sous-estime peut-être l'impact des sanctions occidentales sur la Russie pendant la guerre. Le 13 juin, le gouvernement britannique a publié un rapport du Foreign, Commonwealth and Development Office sur l'impact financier des sanctions occidentales contre la Russie depuis l'invasion de Poutine. Selon le Foreign,
Commonwealth and Development Office. Ces sanctions ont coûté à la Russie au moins 450 milliards de dollars qui auraient pu servir à financer la guerre. Cela représente environ 120 milliards de dollars par an en moyenne, ce qui constitue un bon point de référence à garder à l'esprit. Sur 450 milliards de dollars, 154 viennent de la perte fiscale sur le pétrole. Les plafonds de prix y ont contribué. Le prix de référence du brut oral de la Russie est désormais bien inférieur au prix mondial du Brent. Ceci s'explique par les plafonds de prix et la remise que la Russie accorde aux pays acheteurs de son pétrole. Mais certains détails nuancent ces chiffres. Le chiffre de 450 milliards de dollars inclut les 285 milliards d'actifs russes gelés dans l'Union européenne, au Royaume-Uni et ailleurs. Le gel de ces actifs signifie en effet que Vladimir Poutine ne peut pas les utiliser et que les sanctions sont responsables de ce gel. Les actifs gelés semblent constituer une grande part des 450 milliards de dollars. L'impact des sanctions sur le commerce pétrolier russe reste limité, ce qui conduit à une deuxième réserve sur les chiffres du Foreign, Commonwealth and Development Office. Les sanctions occidentales ont coûté cher à la Russie, notamment pour le pétrole et le gaz. Certaines parties de l'Occident ont également contribué à soutenir la guerre de Poutine d'une manière dont elles n'auraient vraiment pas dû. En avril dernier, le Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur a révélé que, en 2024, l'Union européenne a acheté presque autant de combustibles fossiles russes qu'avant la guerre. Notamment, l'Union européenne avait dépensé environ 254 milliards de dollars pour les combustibles fossiles russes en 2024. C'était nettement plus que les 216,9 milliards de dollars d'aide militaire que l'Union européenne a envoyé à l'Ukraine durant la même année. Donc il y a un argument clair à avancer ici, aussi efficace que les sanctions occidentales aient pu paraître, selon le rapport du Foreign, Commonwealth and Development Office. Cette efficacité a aussi souffert de l'incapacité de l'Union européenne à se passer du pétrole et du gaz russe. En 2024, les taxes issues de la vente de combustibles fossiles à l'Union européenne auraient rapporté des milliards à la machine de guerre de Poutine. Beaucoup soutiendraient que cela n'aurait pas dû être possible. L'Union européenne agit pour résoudre ce problème. Le bloc diminue ses achats de pétrole et gaz russe et ne devrait plus rien acheter à la Russie d'ici 2028. Cependant, cela reste encore loin, et cela signifie que l'Union européenne passera les prochaines années à réduire l'impact de ses propres sanctions. C'est sans doute ce que Boudanov entend, en affirmant que les sanctions aériennes ukrainiennes sont plus efficaces que celles de l'Occident. Les drones ukrainiens ont eu un impact financier notable sur la Russie. Vers le 15 août, l'Ukraine a lancé une nouvelle série de frappes contre les raffineries de pétrole russes. Le Kiev indépendant a indiqué que l'Ukraine avait déjà obtenu des résultats importants grâce à ces frappes à longue portée en 2025. Ces frappes avaient coûté à la Russie environ 4% de son produit intérieur brut durant les 8 premiers mois de l'année. Ce chiffre s'élève à 741 milliards de dollars, note le Kiev indépendant. Avec le même rythme de frappe, l'Ukraine coûterait 11 115 milliards de dollars à la Russie d'ici fin 2025. C'est favorable comparé aux 120 milliards de dollars de pertes causées par les sanctions occidentales mentionnées précédemment. Nous pourrions nous concentrer uniquement sur les 154 milliards de dollars de revenus pétroliers perdus, selon le Foreign, Commonwealth and Development Office, à cause des sanctions occidentales. Cela équivaut à 41 milliards de dollars par an, loin des chiffres avancés par Kyiv sur le coût des drones pour la Russie de janvier 2025 à début août. Peu importe les pertes russes, d'ici fin 2025, nous utilisons le conditionnel car l'Ukraine a intensifié ses frappes sur les raffineries en août. Il est donc probable que les 11 115 milliards de dollars soient désormais bien inférieurs au coût réel de l'Ukraine pour la Russie en 2025. Le chiffre réel, bien qu'il n'ait pas encore été révélé par l'Ukraine, est probablement bien plus élevé. Boudanov sait peut-être précisément combien de milliards la Russie a perdu suite aux frappes ukrainiennes sur les raffineries, ce qui expliquerait pourquoi il maintient ses calculs. Pour l'instant, nous n'en sommes pas certains. L'Ukraine devra révéler davantage sur ce que la Russie a perdu avant que nous le sachions. Il faut aussi noter la grande différence entre les sanctions traditionnelles et les sanctions volantes de l'Ukraine. Les premières sont des outils financiers visant à priver Poutine de fonds pour son invasion, tandis que les secondes sont très différentes. Les drones longue portée ukrainiens posent de gros problèmes financiers à la Russie, qui semblent équivalents, voire supérieurs à ceux causés par les sanctions traditionnelles. Cependant, ils font aussi quelque chose que même les sanctions traditionnelles les plus sévères ne peuvent pas faire. Ils ramènent la guerre chez elles, en Russie. Nous en avons parlé plus tôt. Les drones ukrainiens sont le symbole d'une guerre qui n'était jamais censée atteindre le territoire russe. Elle revient aujourd'hui frapper à la porte.
Chaque attaque ukrainienne montre aux Russes que Poutine ment, en disant que l'Ukraine va être vaincue. Ces gens entendent et voient les explosions. Ils ont peur quand un drone survole, même s'il vise une raffinerie ou des cibles militaires, pas leur maison. Ne sous-estimez pas l'impact que les effets visuels et tangibles des drones ukrainiens ont sur le peuple russe. Comme le note l'Associated Press News, certains drones ukrainiens ont une portée d'environ 1000 km, soit à peu près 600 miles. Ces drones peuvent ainsi frapper le cœur des régions frontalières les plus peuplées de Russie et la capitale Moscou. Le même média rapporte les propos du directeur de la Société d'analyse des risques mondiaux, RAIN, Adriano Bossoni, qui s'est exprimé auprès du média. Ce que nous constatons, c'est que l'Ukraine devient de plus en plus habile à porter la guerre à l'intérieur de la Russie. Selon Bossoni à Associated Press News, la Russie considérait son territoire comme sûr pendant la guerre. Mais ce n'est plus vrai, c'est la grande différence. L'effet des sanctions traditionnelles se fait sentir avec le temps, en érodant progressivement les capacités financières de la Russie, tandis que les drones ukrainiens, leurs sanctions volantes, sont plus viscérales. Ils érodent et explosent, avec un impact plus direct et immédiat sur la Russie que les sanctions classiques. Cela est particulièrement évident dans la crise du carburant actuelle en Russie. Le 27 octobre, le Moscow Times a indiqué que les prix de l'essence en Russie ont grimpé de 116% depuis début 2025. Cette inflation découle directement de la crise de l'offre et de la demande provoquée par l'Ukraine. Les grèves dans les raffineries, déjà évoquées, sont intenses. Le 1er novembre, le Kiev Independent a relayé les déclarations du chef du service de sécurité d'Ukraine, Vassil Maliuk. Il a affirmé que l'Ukraine avait frappé au moins 160 sites russes de raffinage et d'extraction de pétrole en 2025, dont au moins 20 en septembre et octobre. Ce sont des cibles militaires. Le pétrole finance près de 90% du budget de défense russe. Ce sont ces pétro-roubles sales qui financent la guerre contre nous, souligne Maliuk. Il note aussi que les frappes ukrainiennes ont touché une grande partie du raffinage russe. Le pays subit un déficit de 20% dans l'approvisionnement pour couvrir sa demande intérieure d'essence. Ce n'est pas un hasard. L'Ukraine sait ce qu'elle fait avec ses frappes à longue portée contre le pétrole russe. L'attaque contre l'oléoduc n'est que la dernière d'une série de frappes visant à affaiblir la Russie en Ukraine. Et presque aussi important, infliger de la douleur aux Russes. Ils doivent maintenant faire la queue aux stations-service pour acheter peu d'essence à prix élevé. Bien sûr, la Russie nie que ce soit l'Ukraine qui cause tous ces problèmes. Le ministre russe de l'énergie, Sergei Tsavilyov, a affirmé que la hausse des prix de l'essence en Russie faisait partie du plan du pays, même si cela nuisait à ses citoyens. S'adressant à TASS, Savilyov a dit « Permettez-moi d'expliquer pourquoi cette situation de prix est apparue. En août, les prix boursiers ont augmenté pour 2 raisons. C'était la saison des maintenances programmées dans les raffineries, réduisant la production. Deuxièmement, il y avait la demande saisonnière traditionnellement élevée. Les achats de panique ont également posé problème, a ajouté le ministre de l'énergie. Et c'était le cas. Mais ces achats paniqués étaient dus aux sanctions aériennes contre l'Ukraine, les Russes réagissant mal à la maintenance annoncée. La Russie tente de dissimuler à son peuple que les frappes à longue portée ukrainiennes réussissent si fréquemment qu'elles ont provoqué une crise du carburant en Russie. Rien de tout cela, y compris les attaques en Russie, n'était prévu. Mais ces frappes sont désormais une réalité avec laquelle Poutine et ses sbires doivent être composés. Elles rappellent bien plus fortement que la Russie est en guerre que ne le feraient les sanctions traditionnelles. La fermeture du périphérique en est le dernier rappel. Les drones ukrainiens frappent fort et peuvent atteindre Moscou. Si Poutine pense que la baisse du soutien occidental réduira les frappes de drones ukrainiens, il se trompe. La plupart des frappes à longue portée de l'Ukraine utilisent désormais des armes fabriquées localement. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme cela, rapporte le Kyiv Post. Entre 90 et 95% des frappes à longue portée, telles que celles contre l'oléoduc, utilisent des armes ukrainiennes. Des armes comme Storm, Shadow, Atacoms et Scalp ont été reléguées à des rôles de soutien. Cela signifie que ce ne sont plus les armes à longue portée de l'Occident qui devraient inquiéter la Russie, mais bien les armes de l'Ukraine. La situation va empirer pour la Russie, car les capacités croissantes de l'Ukraine signifient que d'ici fin 2025, d'autres moyens que des drones pénétreront en Russie. Le 28 octobre, le Kiev indépendant a rapporté que Zelensky a confirmé l'utilisation par l'Ukraine de 2 missiles locaux, en Russie. Le Flamingo et la Ruta ont décollé, affichant une portée et une puissance bien supérieures aux drones utilisés par l'Ukraine contre l'oléoduc annulaire. Le 31 octobre, l'Ukraine a frappé l'anneau, avec le Flamingo, la Ruta et d'autres qui ont pris leur envol.
L'Ukraine étant maintenant prête à transformer ses frappes en décapitation. Si la Russie ne stoppe pas l'Ukraine, elle manquera de carburant et d'argent. Bien avant que Poutine ne manque de soldats envoyés en Ukraine, un véritable hachoir à viande. Depuis plus d'un mois, la Russie attaque les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Vladimir Poutine vise à priver les civils ukrainiens d'électricité et de gaz nécessaires pour chauffer leurs maisons avant l'hiver. C'est une stratégie habile, surtout pour un dirigeant russe, prêt à terroriser les civils dans cette guerre. L'Ukraine ne reste pas passive face à la Russie. L'Ukraine répond coup pour coup, en lançant des frappes de représailles, qui privent les citoyens russes d'électricité. Ils doivent survivre à l'hiver. Et ce faisant, l'Ukraine met en lumière une faiblesse que la Russie veut faire semblant d'ignorer. Quelle est cette faiblesse? Nous l'expliquerons plus tard dans la vidéo. Mais pour l'instant, il faut savoir ce que fait la Russie à l'Ukraine, et comment l'Ukraine a réagi par de puissantes frappes de représailles. Selon Cable News Network, le 10 octobre, la Russie réutilise une tactique déjà employée lors des précédentes années de guerre en Ukraine. Depuis septembre, le pays a détourné bon nombre de ses frappes à longue portée des villes ukrainiennes. Elles ont visé les infrastructures énergétiques, qui chauffent et alimentent les foyers. La logique de ces frappes est simple. L'Ukraine connaît des hivers extrêmement froids. L'organisation People in Need indique que les températures dans le pays varient de 23,36 à 35,6 degrés Fahrenheit, soit entre -4 et 2 degrés Celsius pendant l'hiver. Souvent, ces périodes de froid glacial s'accompagnent de fortes chutes de neige, ce qui rend les déplacements difficiles, même dans les meilleures conditions. Sans parler des moments où le carburant et l'électricité sont coupés. La Russie essaie d'infliger de la souffrance en détruisant les infrastructures énergétiques ukrainiennes, et c'est une stratégie qui fonctionne. Cable News Network indique que la Russie frappe presque quotidiennement les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que ces frappes sont délibérées. Après l'attaque du 10 octobre ayant tué une personne et privé des quartiers de Kiev d'électricité, Zelensky a dénoncé une frappe cynique et calculée. Plus de 450 drones et plus de 30 missiles visant tout ce qui assure la vie normale. Tout ce dont les Russes veulent nous priver. Les frappes russes visent surtout l'infrastructure civile et énergétique à l'approche de la saison de chauffage. Zelensky n'est pas le seul à avoir remarqué la stratégie de Poutine. Le Royaume-Uni l'a aussi noté, partageant l'avis de Neil Holland, chef de sa délégation à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe depuis mai 2023. Hollande a condamné les attaques russes contre les infrastructures énergétiques dans une déclaration du gouvernement britannique le 16 octobre. La Russie a une fois de plus utilisé l'hiver comme une arme, lançant une série d'attaques coordonnées contre les infrastructures énergétiques civiles de l'Ukraine ces dernières semaines. Ces frappes ont gravement perturbé la production de gaz et touché des installations de stockage essentielles dans l'ouest de l'Ukraine, a déclaré Hollande. Il a ajouté que l'Organisation des Nations Unies estime que le ciblage cynique par Poutine des infrastructures énergétiques ukrainiennes pourrait être un crime de guerre, surtout étant donné que ce ciblage a un impact grave sur les civils. Et, comme cela coïncide toujours avec l'arrivée de l'hiver, les frappes quotidiennes de la Russie contre les infrastructures énergétiques sont dévastatrices, et si vous doutez qu'elles soient presque quotidiennes. La nouvelle est tombée que la Russie en avait mené une autre, alors que nous réalisions cette vidéo. Le 2 novembre, Euronews a indiqué que la Russie avait lancé 79 drones et 2 missiles Iskander-M sur l'Ukraine. Ces armes ciblaient les infrastructures énergétiques et les immeubles résidentiels en Ukraine, tuant 2 personnes et en blessant 3. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. L'Ukraine en avait déjà beaucoup avant cela. Depuis que Poutine a lancé son invasion, l'Ukraine voit chaque année cette tactique russe et offre désormais à la Russie un retour de bâton. Si Poutine tient tant à priver les citoyens ukrainiens d'électricité, l'Ukraine fera de même avec la Russie. La revanche de l'Ukraine fut rapide, impitoyable et a causé d'importants dégâts. Euromédan Presse a donné les détails essentiels dans un rapport du 2 novembre. Il indique que l'Ukraine a lancé une rafale de drones contre la Russie et les occupants russes en Ukraine, tous visant les infrastructures électriques à haute tension. 5 régions ont été ciblées dans la nuit du 1er au 2 novembre, permettant à l'Ukraine de désactiver plus de 5000 MVA de puissance. Ces frappes de novembre ont suivi d'autres attaques du 31 octobre, dont nous parlerons plus tard dans la vidéo. Robert Brovdi, commandant des systèmes sans pilote ukrainiens, a déclaré sur Telegram que l'Ukraine avait visé 8 sous-stations russes et en avait touché 5. La nuit dernière, les SBS Birds ont attaqué 5 sous-stations, jusqu'à Gryazny, totalisant 5066 MVA.
Grâce à une collaboration avec le service de sécurité d'Ukraine, l'une d'elles a été réalisée. Robert Brovdi l'a annoncé et s'est moqué de la Russie avec des vers. Souvenez-vous de la lumière, de la chaleur, de l'hiver sombre. Le blackout n'effraie pas. Des mots durs, peut-être, mais ils viennent d'un homme qui a vu la Russie agir ainsi envers son peuple à plusieurs reprises. L'Ukraine possède désormais les capacités longue portée et suffisamment de drones pour riposter. Un aperçu de ce que Poutine fait subir à l'Ukraine. Dans la nuit du 1er au 2 novembre, l'Ukraine a obligé la Russie à goûter à sa propre médecine. Brovdi indique que 5 cibles ont été touchées, dont une à Lipetsk. L'Ukraine a attaqué la sous-station Lipetskaya, 500 kV, à Lipetsk avec des drones. Le site est un centre énergétique clé pour le réseau électrique russe, selon Euromaidan Press. La sous-station alimente les industries régionales de Lipetsk, dont une grande aciérie, et relie plusieurs lignes de transmission. Maza précise que cette sous-station a sans doute été visée avec l'aide des forces spéciales ukrainiennes. Des vidéos d'explosion à Lipetsk ont été publiées par Euromaidan Press sur X. Il est difficile de distinguer quoi que ce soit dans ces vidéos, car elles montrent toutes des images de ciel complètement noir, sans véritable point de repère. Parfois une forte détonation retentit, ou l'explosion d'un drone éclaire le ciel. Les drones ukrainiens atteignirent leur cible, ce que savaient les habitants de Lipetsk. Puis, l'oblast de Koursk fut visé. Cet oblast devrait être familier à tous ceux qui suivent la guerre en Ukraine. C'est l'oblast où l'Ukraine a lancé une contre-invasion contre la Russie en août 2024. Cela lui a permis de prendre des centaines de kilomètres carrés du territoire russe. Vladimir Poutine a été tellement embarrassé par l'invasion de Koursk qu'il a passé une grande partie de l'été à tenter de prendre du territoire à soumis, pour établir une zone tampon entre l'Ukraine et la frontière russe, mais cela a échoué. L'Ukraine peut encore frapper Koursk. Dans sa frappe de représailles, l'Ukraine a visé la sous-station de Zeleznogorsk. Euromaidan Press signale au moins 15 drones vus en ville, ainsi que des explosions et des incendies. Le premier drone est apparu vers 22 h, le 1er novembre, suivi d'autres vagues qui ont détruit une sous-station de 330 kV. Cette installation se trouve également dans la même ville que l'usine d'enrichissement de minerais Mikhailovsky, que Euromaidan Press affirme être un élément majeur de la chaîne d'approvisionnement militaro-industrielle de la Russie, parce qu'elle produit les composants nécessaires à la fabrication de l'acier de qualité blindage. Militani donne plus de détails, en précisant que les 15 drones que les habitants ont comptés à Zeleznogorsk sont tous arrivés dans un intervalle de 50 minutes après 22 h. L'usine d'enrichissement de minerais mentionnée a déjà été visée par des drones ukrainiens et opère sous sanctions américaines. Il y a une logique évidente ici. Si l'Ukraine et les sanctions occidentales ne peuvent pas mettre l'usine hors service, peut-être que la priver de son alimentation électrique, même temporairement, fera l'affaire. De nouvelles images montrent les drones ukrainiens en action. Un média local russe à Koursk a partagé plusieurs vidéos de la frappe sur Zalezgonovsk. Sur une vidéo, un drone ukrainien descend vers sa cible. Les images ne montrent pas les conséquences, mais une autre vidéo montre juste une explosion illuminant le ciel nocturne. On ignore si ces images sont liées à la première vidéo, mais il est clair que l'Ukraine a encore atteint sa cible. La vengeance est douce pour l'Ukraine. Mais la prochaine frappe est plus étrange, car elle suppose que l'Ukraine fasse l'inattendu. Elle s'est attaquée elle-même. Eh bien, techniquement. L'une des cibles ukrainiennes lors des frappes de drones du 1er novembre était la région d'Alchevsk, à Louhansk. Louhansk, bien qu'ukrainien, est en grande partie occupé par la Russie depuis la majeure partie de la guerre. Reuters rapporte qu'en août 2025, la Russie contrôlait tout Louhansk, malgré la persistance de combats dans l'oblast. Cela suggère qu'il existe plusieurs zones grises que la Russie ne contrôle pas totalement, bien qu'on puisse dire que Louhansk est presque entièrement tombé. Donc, il est tout à fait logique que l'Ukraine cible son propre territoire le 1er novembre. Elle pourra toujours reconstruire les sous-stations et autres infrastructures, après avoir repris Louhansk. Mais pour l'instant, détruire ces infrastructures nuit à l'armée russe, ce qui est l'objectif principal de l'Ukraine. La presse Euromaidan affirme que l'Ukraine a frappé une sous-station 220 kV, Alchevsk, avec des images à l'appui. Aujourd'hui, l'Ukraine diffuse des vidéos et une photo montrant des explosions ou un incendie dans le ciel nocturne. La presse Euromaidan précise que la frappe a causé une panne d'électricité dans la région occupée, atteignant ainsi son objectif. Et ça continue encore et encore. La presse Euromaidan rapporte que l'Ukraine a frappé Oriola, le kraï de Krasnodar, et provoqué un incendie de drone en Crimée. Dans le cas d'Oriol, on pense que l'Ukraine a réussi à toucher directement la centrale thermique de la région, avec des missiles Neptune. Cette frappe semble avoir eu lieu un jour avant les attaques, qui visaient les sous-stations russes.
Il ne restait qu'une cible sur la liste de l'Ukraine. Moscou, la capitale russe. Selon RBC Ukraine, la panique régnait dans la région de Moscou le 31 octobre, alors que des coupures de courant touchèrent la ville. Le média rapporte que des habitants ont signalé l'extinction des lampadaires et des lumières chez eux le soir. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux comme Telegram montrent la ville dans l'obscurité. Cette frappe sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes a envoyé un message direct à Poutine, plus que tout autre. Les coupures de courant en dehors de Moscou pourraient être signalées aux dirigeants russes, mais il ne les ressent pas réellement. Mais quand Moscou est plongé dans le noir, Poutine ne peut plus ignorer la réalité russe. Cette coupure de courant a encore eu lieu la veille de l'attaque de drones ukrainiens sur d'autres régions mentionnées dans cette vidéo. Le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, a seulement déclaré que les défenses aériennes russes avaient abattu un drone ukrainien alors que la ville était plongée dans l'obscurité. Et peut-être qu'il l'avait fait. Mais comme les autorités locales n'ont donné aucune explication à la panne d'électricité à Moscou, il semble assez évident qu'abattre un drone n'a pas suffi. Un autre a dû atteindre sa cible. La déclaration de Sobyanin nous ramène à la nuit du 1er novembre et à la réponse de la Russie à ce que l'Ukraine a accompli avec ses frappes sur les sous-stations pendant le week-end. À ce stade, cela ne devrait surprendre personne que la Russie mette fait exactement ce qu'elle fait toujours, tout nier. Au lieu de reconnaître que les drones ukrainiens ont frappé leur cible, la Russie prétend avoir abattu tous les drones envoyés par l'Ukraine. Et ce, malgré de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux, montrant des sous-stations russes en flammes. RBC. Ukraine indique que le ministère russe de la Défense annonce avoir abattu 98 drones ukrainiens dans la nuit du 1er novembre. Environ 45 de ces drones auraient été abattus au-dessus de Belgorod. C'est probablement le cas. Aucun rapport ne mentionne une frappe directe de l'Ukraine à Belgorod, et Brovdi a affirmé que 5 des 8 cibles ont été atteintes. L'infrastructure énergétique de Belgorod est pour l'instant intacte. Le ministère russe de la Défense affirme que 12 autres drones ukrainiens auraient été détruits au-dessus de Samara, ainsi que 11 au-dessus de Moscou. Mais en ce qui concerne les régions dont nous avons parlé, il semble que la Russie ait eu beaucoup moins de succès. Elle dit avoir détruit 2 drones Bialipetsk et un à Koursk. Rappelez-vous que les habitants ont signalé au moins 15 drones à Koursk le 1er novembre. Un drone sur 15, c'est un échec majeur pour la défense aérienne russe dans cet oblast frontalier. Et cela nous ramène parfaitement à quelque chose que nous avons mentionné au début de la vidéo. La plus grande faiblesse de la Russie, c'est que l'Ukraine a révélé que la Russie n'a tout simplement pas assez de défense aérienne pour faire face aux hordes de drones que l'Ukraine est désormais capable d'envoyer sur le territoire russe, même si le ministère russe de la Défense dit la vérité. Et même si elle a réussi à détruire 98 drones ukrainiens le 1er novembre, cela ne change pas le fait que ce n'était pas suffisant. De nombreux drones ukrainiens ont réussi à passer, comme le montrent les sous-stations en feu en Russie. Le problème majeur de la Russie actuellement est que ses défenses aériennes sont trop dispersées pour protéger l'ensemble du pays et ses forces en Ukraine. Cela vient en partie de l'Ukraine elle-même. Le ministère des Finances ukrainien rapporte que la Russie a perdu 1235 unités de défense anti-aérienne depuis le début de l'invasion. C'est un chiffre énorme, la majorité de cet équipement ayant probablement été perdu en Ukraine. Cela pose un gros problème pour la Russie. Vladimir Poutine ne peut laisser ses troupes sans défense anti-aérienne face aux assauts ukrainiens. Sinon drones, missiles et avions ukrainiens les anéantiraient. Chaque unité de défense aérienne perdue doit être remplacée pour que la Russie maintienne la puissance de ses assauts en Ukraine. Ces unités ne sortent pas de nulle part, retirées de l'intérieur de la Russie. Cela permet à l'Ukraine d'effectuer des frappes, comme celle des 31 octobre et 1er novembre. La Russie manque désormais de défense aérienne face aux drones longue portée ukrainiens et commence à désespérer. En mai, United 24 a rapporté que la Russie tentait d'installer des dizaines de leurres de systèmes de défense aérienne S-300 et S-400 dans l'Extrême-Orient, pour cacher son absence de défense pour protéger cette zone. Ces leurres sont grossiers ou incomplets, note le média, ce qui suggère que la Russie a été contrainte de les construire à la hâte. Beaucoup manquent de fausses antennes radar qui les rendraient plus convaincants, tandis que d'autres sont construits complètement hors de proportion, ce qui les rend faciles à repérer. L'extrême-orient russe est rarement visé par l'Ukraine, la distance rendant difficile l'attaque de missiles ou de drones. Ce qui s'est probablement passé ici, c'est que la Russie a été contrainte de retirer des unités de défense aérienne légitimes de son Extrême-Orient, pour les envoyer en Ukraine, ou pour se protéger contre des cibles situées à portée de l'Ukraine, sur son propre territoire.
Les leurs sont censés dissimuler le fait que les défenses aériennes de la Russie sont étirées au maximum. Ils ne font pas vraiment du bon travail. Un autre indice montrant que la Russie a des difficultés vient de la Turquie. En septembre, la Russie a proposé de racheter certains systèmes de défense aérienne S-400 qu'elle avait vendus à la Turquie il y a plusieurs années. La Turquie ne semble pas avoir accepté l'offre de la Russie, du moins pas encore. Mais le fait même que la Russie demande à racheter ces systèmes prouve qu'elle n'en a plus assez. Poutine en est réduit à supplier un membre de l'OTAN pour obtenir des systèmes de défense aérienne. Découvrez ce que cela implique pour la Russie, la Turquie et l'OTAN dans notre vidéo publiée en septembre. La Russie aurait dû s'y attendre. L'immensité du pays a longtemps été vue comme un atout pour l'Ukraine, même avant qu'elle n'ait les drones et missiles longue portée utilisés contre la Russie en 2025. En mai 2023, le Centre d'analyse des politiques européennes, a noté que Moscou est presque sans défense face aux drones ukrainiens. À l'époque, cela n'était pas dû à un manque de défense aérienne. En réalité, les défenses multicouches autour de la capitale russe visent les missiles entrants, pas les drones plus petits et plus lents volant beaucoup plus bas. Les théoriciens militaires du ministère russe de la Défense ont souligné le faible rendement et le coût excessif de la neutralisation des drones par des moyens classiques. La défense est rendue plus compliquée parce que les Unmanned Aerial Vehicles sont souvent fabriqués en plastique et propulsés par un petit moteur en métal, ce qui leur confère une faible signature radar. Ils volent lentement et bas, ce qui complique leur interception à distance, a déclaré SIPA. Le pays, ayant perdu beaucoup d'équipements, devait choisir quoi protéger, avec les ressources qui lui restaient, a affirmé le média. Il a cité Georges Barros de l'Institut pour l'étude de la guerre, qui a affirmé que la Russie réorganisait ses défenses pour protéger les zones qu'elle jugeait les plus menacées. La Russie a ainsi établi une première ligne de défense à ses frontières, laissant les zones arrières insuffisamment protégées, selon Barros. Ce rapport est sorti il y a plus d'un an. La Russie a perdu davantage de systèmes de défense aérienne. Et le succès ukrainien à Koursk, le 1er novembre, montre que même ces régions frontalières, autrefois très protégées, sont vulnérables. La Russie a un gros problème de défense aérienne. Et si l'Institut royal des services unis, ou Institut royal des services unis a raison, ce problème ne fera qu'empirer, à mesure que la guerre en Ukraine se poursuivra jusqu'en 2026. Le 5 septembre, notre membre de l'USI, le Dr Jack Watling, a déclaré au Sun: Watling a toutefois averti que la Russie pourrait reconstituer ses stocks de missiles, comme auparavant. L'Ukraine dispose encore d'une fenêtre d'opportunité à exploiter. Elle pourra profiter des pénuries russes pour frapper plus de cibles et accentuer la pression sur l'industrie, a déclaré Watling au Sun. L'Ukraine a révélé les détails d'une nouvelle frappe en profondeur réussie en Russie. Cette fois, les spécialistes des opérations secrètes de Kiev ont réussi à éliminer l'un des biens les plus précieux de la Russie. Un nouveau missile, parmi les meilleurs de l'arsenal du Kremlin. C'est une nouvelle humiliation pour le président russe Vladimir Poutine et une autre victoire satisfaisante pour l'Ukraine. Le chef du service de sécurité d'Ukraine, Vassil Maliuk, vient de rendre publique la nouvelle de l'incident. Partagé lors d'un point de presse par le président Volodymyr Zelensky le 31 octobre. Mais l'attaque a en réalité eu lieu il y a plus d'un an, le 8 juillet 2024 pour être précis. À cette date, en pleine nuit, le service de sécurité d'Ukraine, la direction principale du renseignement, et le service de renseignement extérieur d'Ukraine ont mis leur plan à exécution. Ils ont détruit un missile balistique Oreshnik russe sur le site de lancement de Kapustinnya, dans la région d'Astrakhan, au sud-est de la Russie, près du Kazakhstan et de la mer Caspienne. Kapustinnya est située à la limite nord de cette région. Cette zone d'entraînement militaire est importante depuis des décennies, depuis l'époque soviétique. De nombreux lancements de fusées et missiles ont eu lieu ici, valant à la région les surnoms de Roswell russe et Zone 51 soviétique, en raison des nombreux essais d'armes secrètes menés ici, et des supposées observations d'objets volants non identifiés. Cet endroit se trouve également à plus de 400 km de la frontière ukrainienne. Comme l'ont montré les récents événements, les forces armées ukrainiennes savent planifier et mener des attaques en Russie.
Les forces de Kiev ont bombardé des bases dans l'extrême-orient russe, éliminé des criminels de guerre dans le centre montagneux et détruit des cibles stratégiques comme des raffineries et des usines dans l'ouest. Aucune partie du vaste domaine de Poutine n'est à l'abri, et cette attaque récemment révélée en est une preuve supplémentaire. Jusqu'à présent, seul le président Zelensky et quelques chefs d'État étrangers étaient au courant de cette attaque, mais le direction principale du renseignement a désormais partagé un rapport détaillé sur Telegram pour que tout le monde puisse le voir. Une opération secrète du direction principale du renseignement du service de sécurité d'Ukraine et du service de renseignement extérieur a détruit un complexe de missiles russes Oreshnik en Fédération de Russie. Dans la nuit du 8 au 9 juillet 2024, un missile balistique du complexe Oreshnik russe a été détruit sur le site d'essai de Kapustiniar lors d'une opération conjointe du direction principale du renseignement du ministère de la Défense, du service de sécurité et du service de renseignement extérieur ukrainien. Cela a été annoncé par le chef du service de sécurité d'Ukraine, Vassil Malouk, lors d'un briefing conjoint avec la participation du président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Selon lui, l'opération était classifiée, et ses résultats n'ont été communiqués qu'au président de l'Ukraine et à plusieurs dirigeants d'États étrangers. Le président de l'Ukraine a indiqué que, selon les informations disponibles, la Fédération de Russie prévoit de déployer l'un des complexes Oreshnik sur le territoire de la Biélorussie. Ce système a un rayon d'action d'environ 5500 km et une zone morte de 700 km. L'an dernier, le ministère de la Défense ukrainien a publié les spécifications du complexe de missiles Oreshnik-Keda et une liste des entreprises du complexe militaro-industriel de l'État agresseur russe impliquées dans son développement. Le ministère de la Défense de l'Ukraine rappelle que pour chaque crime de guerre commis contre le peuple ukrainien, il y aura une rétribution due et juste. La publication indique que la Russie aurait d'importants projets pour ses nouveaux missiles balistiques Oreshnik, récemment ajoutés à l'arsenal du Kremlin. On pense qu'ils sont basés sur les missiles balistiques Intermediate Range, Ballistic Missile RS-26 Rubiek, qui ont été développés dans les années 2010 et testés à plusieurs reprises au cours de cette même décennie, mais n'ont jamais officiellement été mis en service. Puisque la Russie n'a pas révélé publiquement trop de détails sur ces missiles, les analystes militaires et les groupes d'experts ont été forcés de spéculer, en utilisant les données pour formuler des hypothèses sur la composition et le fonctionnement du missile. Voici ce qu'ils pensent. Comme le RS-26 Ruby dont il s'inspire, l'Oreshnik est un Intermediate Range Ballistic Missile, pouvant porter des ogives conventionnelles ou nucléaires. Il est capable de voyager à une vitesse incroyable, certains rapports suggérant des vitesses de pointe, allant jusqu'à, voire dépassant, Mach 10, soit 10 fois, la vitesse du son, ou plus de 12 200 km/h. Cela, combiné à la capacité du missile à éviter les défenses en phase terminale, le rend théoriquement très difficile à intercepter. En plus de cela, l'Oreshnik serait capable de frapper non pas une, mais jusqu'à 6 cibles à la fois. Voici comment cela semble fonctionner. Comme tout missile, l'Oreshnik est lancé, probablement depuis des plateformes dédiées. Il utilise son premier étage, un carburant solide, pour se propulser dans les airs et atteindre des vitesses extrêmement rapides en quelques secondes. Le premier étage du missile se sépare finalement, les réservoirs vides et moteurs brûlés se détachant du reste. Ensuite, sans doute le composant le plus important du missile, son véhicule de rentrée à tête multiple et indépendamment ciblable, se détache de l'étage supérieur, et après une brève poussée d'accélération, suit une trajectoire balistique en direction de son objectif. C'est l'étape clé du parcours du missile. C'est à ce moment qu'on pense le véhicule de rentrée à tête multiple et indépendamment ciblable le plus vulnérable à l'interception et à la destruction en vol. Cependant, s'il échappe à la détection et à l'interception, le véhicule de rentrée à tête multiple et indépendamment ciblable utilisera son système de guidage embarqué pour s'orienter correctement, avant de libérer les nombreuses ogives internes, chacune pouvant contenir jusqu'à 6 sous-munitions. Celles-ci tombent ensuite sur terre, séparément, frappant des zones distinctes, et en principe, une cible différente et précise. Les experts savent tout cela parce que l'Oreshnik aurait été utilisé le 21 novembre 2024 lors d'une attaque contre l'installation de défense PA Pivdinmash à Dnipro, la 4e plus grande ville d'Ukraine. Les premiers rapports évoquaient un missile balistique intercontinental, mais des analyses ultérieures ont identifié l'Oreshnik Intermediate Range Ballistic Missile comme l'arme privilégiée par la Russie.
Poutine lui-même a également confirmé que la Russie avait testé avec succès son nouveau missile, déclarant « Nous nous considérons en droit d'utiliser nos armes contre les installations militaires qui permettent à leurs armes d'être utilisées contre nos installations. » Poutine a poursuivi en déclarant que l'attaque Oresnik contre l'Ukraine était un message adressé aux forces armées russes, les citoyens de notre pays, nos amis à travers le monde, ainsi que ceux qui continuent de se faire des illusions sur la possibilité d'infliger une défaite stratégique à la Russie. On pense désormais que le missile utilisé cette nuit venait aussi du terrain d'entraînement de Kapustin Yar. Et les images du moment de l'impact montrent les 6 ogives individuelles frappant le sol à différents endroits. Plus tard, des rapports ont montré que, malgré des images spectaculaires, il n'y a pas eu de dégâts majeurs, la Russie ayant utilisé des ogives factices sans explosifs. Comme l'a confirmé le rédacteur en chef du tabloïd allemand Bild, Julien Robka, plusieurs caméras de surveillance ont capturé ce que l'on appelle des sous-munitions, c'est-à-dire un RS-26 pénétrant la basse atmosphère. Ces images montrent 6 missiles tombant du ciel à travers les nuages. La particularité, c'est qu'il s'agissait d'un leurre ayant la même masse et la même taille, censé simuler une charge nucléaire. Cela confirme qu'il s'agissait d'un geste de propagande et politique, et non d'une action militaire. Il n'y avait aucune charge nucléaire ni explosif à l'intérieur, c'est pourquoi les dégâts ont été minimes. La vidéo de l'attaque ne montre pas d'explosion, juste l'énergie cinétique d'une chute de plusieurs centaines de kilomètres. Des images satellites ont confirmé que seuls quelques dégâts mineurs touchaient certains toits des bâtiments de Pivdin-Mash. Poutine s'est vanté de la puissance présumée de l'Oreshnik lors d'un sommet de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, à Astana, au Kazakhstan. Nous répondrons par la poursuite possible des essais de combat de l'Oreshnik, comme nous l'avons fait le 21 novembre. Le ministère de la Défense sélectionne des cibles. Cela pourrait inclure des installations militaires, des entreprises de défense ou des centres décisionnels à Kyiv. La production en série de l'Oreshnik a débuté. Ce missile peut détruire même des cibles hautement protégées, situées à de grandes profondeurs. Il réduit tout en poussière. Utilisé massivement, l'Oreshnik aurait une puissance de frappe similaire à une arme nucléaire. Aucune livraison, même des armes les plus modernes, à l'Ukraine ne changera la situation sur le champ de bataille. Le président russe a aussi affirmé que leur nouveau missile aurait des dizaines d'ogives à tête chercheuse, capables de viser des cibles avec une grande précision. Comment il voyage à 10 fois la vitesse du son et génère au sol, à l'impact, des températures semblables à la surface du soleil. Il a également affirmé que l'Oreshnik était plus que capable de détruire des bunkers souterrains, situés 3 ou 4 étages sous terre. Le Kremlin pourrait l'utiliser comme bombe anti-bunker, en détruisant des abris souterrains ou des installations de stockage à Kiev et dans d'autres endroits en Ukraine. Bien sûr, comme on le sait grâce à d'innombrables exemples dans le passé, Poutine a tendance à exagérer ainsi qu'à diffuser de la désinformation flagrante. Il déforme souvent la vérité, et invente des affirmations pour présenter son pays et son armée comme plus puissants qu'ils ne le sont. En tant que tel, nous ne pouvons pas prendre ces affirmations sur l'Oreshnik pour argent comptant, et il se peut en réalité que ce ne soit pas du tout aussi puissant qu'il le prétend. En effet, plusieurs experts ont émis des critiques à l'égard de l'Oreshnik sur la base des données disponibles à son sujet. Fabian Hoffmann, expert en défense et doctorant à l'université d'Oslo, a déclaré que, malgré un nouveau nom, l'Oreshnik n'était en fait qu'une suite du projet RS-26. Je serais extrêmement surpris si ce système de missiles comportait plus de 10% de pièces nouvelles, honnêtement. En gros, ils ont simplement démonté le R-26 ou l'ont cannibalisé, puis assemblé ce nouveau missile, avec des améliorations et une nouvelle peinture. Il a ensuite appelé à une réaction calme face à la révélation du missile, tout en critiquant Poutine pour ses affirmations exagérées concernant sa vitesse. Il est important de ne pas surréagir, j'apprécie son commentaire sur l'hypersonique de Poutine. Il devait le mentionner. Mais tous les missiles balistiques à moyenne portée atteignent une vitesse hypersonique, donc cela n'a pas de sens. Jeffrey Lewis de l'Institut Middlebury d'études internationales en Californie est d'accord, après avoir examiné les images de l'épave du missile qui a été utilisé à Dnipro. Il a soutenu dans une interview avec Reuters que la Russie se contentait de réutiliser une vieille technologie plutôt que d'introduire quelque chose de nouveau ou de particulièrement révolutionnaire. C'est une nouvelle capacité, mais ce n'est pas une nouvelle capacité. Cela représente un changement radical dans la manière dont les armes conventionnelles sont développées. C'est un ensemble d'anciennes technologies assemblées différemment. Lewis a ensuite qualifié l'Oreshnik de méthode coûteuse pour infliger relativement peu de destruction.
avant de suggérer que Poutine exagérait intentionnellement les capacités du missile afin d'intimider l'Ukraine et le monde occidental. Si c'était si terrifiant, Poutine l'utiliserait, mais ce n'est pas assez. Il a dû l'utiliser, tenir une conférence de presse, puis une autre, et dire « Ce truc fait vraiment peur, vous devriez avoir peur ». Mikhail Bonert, analyste défense chez Research and Development, a déclaré à Business Insider que l'Oreshnik présentait un faible rapport coût-efficacité et peu de valeur sur le champ de bataille. Les missiles Oreshnik sont très chers pour la taille et la faible quantité de leur ogive conventionnelle. Malgré sa portée permettant de viser de nombreux sites sans défense aérienne équivalente, son impact cinétique reste faible face à son coût. Bien que des critiques soient possibles envers l'Oreshnik et d'autres éléments de l'arsenal du Kremlin, il serait imprudent de voir ce missile comme un échec inoffensif. Les meilleurs missiles doivent remplir 3 critères fondamentaux. Ils doivent être rapides, endurants et capables d'infliger d'énormes dégâts. L'Oreshnik remplit ces 3 critères sur le papier. On pense qu'il est extrêmement rapide, comme mentionné précédemment, avec des vitesses de pointe atteignant Mach 10. Il parcourt de grandes distances en minutes et pourrait réaliser des manœuvres en vol en phase finale, facilitant l'évasion des défenses aériennes et augmentant les chances de succès du missile. En ce qui concerne la portée, Volodymyr Zelensky lui-même a déclaré que l'Oreshnik aurait une portée allant jusqu'à 3500 miles, avec une zone morte ou zone sans échappatoire de 453 miles. C'est là que la probabilité que le missile atteigne sa cible avec succès est à son maximum. Grâce à cela, Moscou n'aurait probablement aucune difficulté à frapper. Pas seulement n'importe quelle cible en Ukraine, mais même des endroits bien plus éloignés, comme les États baltes, la Pologne et d'autres pays qui seraient, selon les rumeurs, les prochaines cibles du Kremlin. La Russie a déclaré pouvoir frapper toute l'Europe avec des Oreshnik en moins d'1 heure. Zelensky a aussi averti que la Russie pourrait déplacer ses missiles en Biélorussie, exposant davantage de cibles européennes. Nous savons que leur portée est d'environ 5500 km, avec une zone morte de 700 km. Les Européens, surtout d'Europe de l'Est, doivent y prêter attention. Nous devons tous rester vigilants face à ces risques. En ce qui concerne la puissance de feu, les affirmations de Poutine selon lesquelles l'Oreshnik réduirait en poussière tout ce qu'il touche sont peut-être quelque peu exagérées. Mais il est certain que ce missile a le potentiel d'infliger des dégâts préoccupants. Il tirerait jusqu'à 6 ogives, chacune contenant jusqu'à 6 sous-munitions. Cela fait jusqu'à 36 explosifs au total, frappant tous des endroits différents au sol et créant des boules de feu à l'impact. L'Oreshnik n'a pas besoin d'une grande précision, car il peut toucher de vastes zones. Tim Wright de l'Institut international d'études stratégiques a confirmé à Reuters qu'il disperserait ses sous-munitions sur une vaste zone. Cela le rend utile pour attaquer de grandes installations. Une frappe précise d'Oreshnik pourrait, en théorie, causer de lourds dégâts à de vastes infrastructures, grandes structures ou groupes de troupes disséminés sur le champ de bataille. Heureusement, la Russie ne semble pas disposer de trop de ces missiles pour le moment. En juin, lors d'un discours télévisé à des cadets militaires, Poutine a confirmé le lancement de la production à grande échelle. La production en série du nouveau système de missiles Oreshnik est en cours. Cependant, il n'a pas précisé combien de missiles y est fabriqués. Selon l'Ukraine, la réponse est « pas beaucoup ». Le président Zelensky affirme que la Russie n'a la capacité d'en fabriquer que jusqu'à 6 par an. 3 auraient été produits en 2024, dont un lancé sur Dnipro, et un détruit à Kapustina par l'équipe des opérations secrètes ukrainiennes. Même si la Russie augmente sa production, elle ne disposera que de quelques missiles. Cela ne suffira pas à changer durablement la guerre, surtout avec l'économie russe actuellement en danger. Le Kremlin n'a peut-être même pas les fonds nécessaires pour produire davantage de missiles Oreshnik, ou il pourrait préférer allouer ses ressources ailleurs, en se concentrant davantage sur les systèmes existants qui se sont avérés quelque peu efficaces en Ukraine. Quoi qu'il en soit, le fait que l'Ukraine ait pu détruire un de ses missiles, dont la fabrication a coûté très cher, est une bonne raison de se réjouir. Et il y a 3 grandes leçons à tirer de cette histoire. Comme déjà dit, cette attaque s'est produite l'an dernier dans la région russe d'Astrakhan, à plusieurs centaines de kilomètres de l'Ukraine. Cela prouve que l'Ukraine peut frapper avec succès loin derrière les lignes ennemies. Ainsi, les commandants russes savent que, où qu'ils placent ou cachent leurs biens les plus précieux, ils ne seront jamais totalement en sécurité. Les drones, missiles et agents secrets ukrainiens
permettent à Kiev de frapper partout et à tout moment, ce que Moscou peut difficilement empêcher. Deuxièmement, il est intéressant de noter que cette attaque n'est connue que plus d'un an après qu'elle ait eu lieu. L'Ukraine revendique souvent immédiatement les attaques contre des cibles russes. Le direction principale du renseignement publie aussi sur Telegram des rapports détaillés, célébrant ses victoires et listant les équipements russes endommagés ou détruits. Cette fois, l'Ukraine a choisi de garder secrètes toutes les informations sur l'attaque, jouant ses cartes près de sa poitrine. Cela soulève la question. Combien d'autres attaques ont eu lieu sans que nous le sachions ? Il est très probable que les forces de Kiev aient détruit de nombreuses autres armes et ressources russes au cours des dernières semaines et des derniers mois. Mais ils ne veulent pas encore partager leur rapport avec le monde. Par conséquent, il est possible qu'il y ait d'autres attaques, tout comme celle-ci, qui seront révélées dans les mois à venir. La troisième et dernière leçon est la suivante. Dans sa publication sur Telegram, le direction principal du renseignement a noté que, à la fin de 2024, il a publié un rapport détaillant les spécifications techniques du missile Oreshnik, ainsi qu'une liste des entreprises de militaires russes, responsables de son développement et de sa production. En d'autres termes, les forces ukrainiennes savent quelles entreprises contribuent à ce missile, et elles savent exactement où ces entreprises sont situées. Les drones et missiles de Kiev pourraient finalement faire pleuvoir le feu sur ces éléments essentiels du complexe de défense militaire russe avant la fin de l'année. Maintenant, regardez cette vidéo pour découvrir une autre innovation de l'armée russe qui a été fortement vantée par Poutine, mais qui s'est avérée être un échec total. Regardez cette vidéo pour savoir comment. L'Ukraine mène une seconde guerre étonnante au cœur même de la Russie, utilisant des opérations secrètes, des missions d'infiltration et un réseau clandestin de partisans et d'agents de renseignement pour démanteler le Kremlin de l'intérieur. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer à être informé, à jour et au courant de tout. C'est vraiment ce qui se passe dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que dans d'autres grands conflits à travers le monde.